Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce webinaire de la Société française de chirurgie orale. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qu'on a trouvé très intéressant, qui sont les règles juridiques et déontologiques pour la communication. Je vais vous présenter dans quelques secondes notre invité. Avant ça, je profite un petit peu de ce temps de parole pour vous reparler de la SFCO, qui est donc la Société française de chirurgie orale, qui comprend plus de 500 membres, des spécialistes bien sûr en chirurgie orale, mais pas que. Donc n'hésitez pas, il est très simple de devenir membre, et donc comme je vous le disais, il n'est pas essentiel d'être titulaire d'un diplôme de chirurgie orale. Toutes les spécialités sont les bienvenus, tous les chirurgiens dentistes qui veulent nous rejoindre également. Il est très simple de devenir membre, tout est sur le site sociétéchiroral.com. Vous trouverez sur ce site beaucoup de choses, notamment des recommandations, des fiches pratiques également. Il y a la revue Jomos aussi qui est en accès libre, et puis des forums, un forum d'échange qui est réservé aux abonnés et qui permet à tous les membres d'échanger sur des sujets qu'ils veulent partager avec les autres membres ou également nous présenter des cas cliniques ou autres. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et nous serons très contents de vous accueillir, bien sûr. Je vais vous parler également du congrès à venir, le 70e congrès de l'ASFCO, qui va se dérouler les 10, 11 et 12 mai 2023 dans la ville de Dijon. Le thème sera infection et cavité orale. Donc, il y aura des communications sur les infections orales, l'implantologie, la chirurgie orale bien sûr, mais également la réalité augmentée et la chirurgie orthognatique. Également un radiodermatogème, qui est une première à la SFCO, une séance spécifique DPC, des symposiums, des ateliers. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, comme vous le savez, plus on s'inscrit tôt, plus les coûts sont réduits pour les congrès. Faites attention également cette année, parce que l'année prochaine, parce que le format change un tout petit peu d'habitude. Les conférences débuteront dès le mercredi après-midi, le 10 mai. Comme tout bon congrès, il se clôturera sur une magnifique soirée de gala qui se fera au château du Clos Vougeot. Voilà, vous pourrez retrouver toutes les informations également sur le site qui sera très prochainement mis en ligne, qui est sfco2023.fr, mais vous pouvez d'ores et déjà aller voir sur le site sociétéchiroral.com. Il va aussi y avoir toutes les démarches pour venir nous rencontrer là-bas. Je profite également de vous rappeler qu'il y a l'ADF qui arrive donc à Paris Porte-Maillot, qui se déroule du 22 au 26 novembre. La SFCO a une séance durant l'ADF, elle est programmée le mercredi 23 novembre à 14h. Elle portera sur les avancées numériques de la chirurgie orale au service de l'orthodontie. Marion Paris et Thomas Fortin parleront de l'apport des guides chirurgicaux dans l'exposition des dents incluses, la pose de mini-vis d'ancrage et puis les corticotomies. Et Marine Mondoloni et Raphaël Toledo présenteront l'intérêt de la CFAO dans les autotransplantations dentaires. Je remercie également les sponsors qui sont avec nous, et on remercie de la part de toute la SFCO leur présence, Nobel Biocare, Zimvi, IBS Europe, Safe Implant Ogma, qui sont donc des fabricants d'implants bien sûr, également Carestream, qui est fabricant de matériel radiographique, et GUM, qui est spécialisé dans l'hygiène buccale et également la maintenance implantaire. Je vais enfin maintenant vous présenter Maître Pauline Ducoing. Bonsoir. Bienvenue à la SFCO et merci d'avoir accepté notre invitation pour débattre d'un sujet qui n'est pas très clair pour la plupart des praticiens et des professions libérales. Pour te présenter rapidement, Pauline, donc tu as fait un double cursus France-États-Unis
titulaire d'un Master 2 et d'un LLM. Donc tu interviens en tant qu'avocate en matière de droit économique et de contentieux des affaires, et plus particulièrement donc, dans les domaines de la communication, de l'innovation et de la transformation digitale. Tu exerces actuellement dans le cabinet d'avocats Cornet Vincent Ségurel, un cabinet français qui est installé donc, dans 6 métropoles en France, Lyon, Paris, Nantes, Rennes, Lille et Bordeaux. Je ne me suis pas trompé. Parfait, super. Donc ce sujet-là nous a interpellés à la SFCO parce que nous savons maintenant, depuis quelques années, les moyens de communication se sont vraiment beaucoup développés. On sait que nous, en tant que professionnels de santé, on a une réglementation. On sait qu'elle n'est pas toujours très claire entre ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et c'est avec toi ce soir qu'on aimerait un petit peu éclaircir ces limites. On sait qu'il y a eu des assouplissements, mais qu'il faut rester vigilant sur la façon de diffuser l'information. On va parler, je pense, on va mettre en place pas mal de choses ce soir pour un petit peu appréhender toutes ces nuances qu'on pourra avoir sur ces sujets-là. J'ai préparé quelques questions pour des questions qui me semblaient assez pertinentes et n'hésitez pas si vous, les viewers, vous pouvez vous servir de l'espace de chat en live. Si jamais vous souhaitez aborder certains points, laissez-moi commencer à poser les premières, parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on va déjà traiter. Et puis ensuite, nous serons ravis de répondre aux questions si vous en avez. On peut rentrer dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. Je vais souhaiter commencer par une question un petit peu générale sur la publicité. On sait que publicité et profession libérale, ça ne fait pas bon ménage. On sait que ça a été interdit. Et est-ce maintenant, les règles se sont un petit peu assouplies? Est-ce qu'on a le droit à la publicité au sens large? Assouplissement des règles en matière de communication à l'égard du public sous l'impulsion en réalité de la réglementation européenne. C'est donc par une décision de la Cour de justice de l'Union européenne de 2018 qui vient nous dire, alors pas spécifiquement d'ailleurs sur les professionnels de santé, mais en tout cas sur les professions réglementées soumises à une déontologie, que le principe ne peut pas l'interdiction. C'est-à-dire que le principe d'interdire, comme c'était le cas avant dans le Code de la santé publique qui interdisait tout procédé direct ou indirect de publicité pour les professionnels de santé, ça ne peut pas être la règle. C'est-à-dire qu'on peut encadrer la communication, mais on ne peut pas par principe l'interdire. S'en est suivi une décision également de l'autorité de la concurrence en 2019 qui a alerté sur la nécessité de se mettre en conformité avec justement la jurisprudence européenne. Le Conseil national qui en février 2019 propose des modifications du code de déontologie, une confirmation par le Conseil d'État la même année de la non-conformité du cadre réglementaire français aux exigences du droit de l'Union, pour finalement aboutir à un décret en décembre 2020, donc c'est vraiment hier, qui finalement fait disparaître cette interdiction de principe de la publicité et qui ouvre largement la communication
alors à la fois à l'égard des patients et à la fois à l'égard du public, et qui vient l'encadrer. Donc on a une modification finalement de prisme, on va complètement changer la direction qui était celle du principe de l'interdiction, et on va passer sur un principe de liberté de communication à l'égard des patients et à l'égard du public, tout en maintenant cette interdiction d'exercer la profession, enfin les professions médicales au sens large, comme un commerce. Et donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans la modification, c'est que finalement on a un peu une réconciliation entre les principes et la pratique, parce que il ne faut pas se leurrer non plus, avant 2020 on avait déjà sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, sur la pratique professionnelle en matière médicale, de nombreuses pratiques qui finalement ne correspondaient pas à ce principe d'interdiction, qui n'étaient pas vraiment sanctionnées, qui pouvaient être tolérées, qui pouvaient être modulées par la pratique décisionnelle, mais finalement un grand flou qui est encore un peu ce qu'on garde à l'esprit de finalement qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui est interdit. Et donc aujourd'hui, on vient préciser un petit peu ces limites. On a aussi le Conseil national qui fait des préconisations, qui fait des recommandations et qui vient nous dire dans quelle mesure est-ce que le principe est la liberté de la communication, mais les limites nécessaires en matière d'interdiction du commerce et en matière de tous les principes déontologiques, notamment d'indépendance, de liberté de choix du praticien par les patients, etc., demeurent bien sûr les garde-fous de cette liberté de communication. Donc si on avait fait ce webinaire avant 2018, il serait déjà terminé en fait. On aurait dit non, pas de publicité, et on pouvait la réaliser tout de suite en fait. Alors pas tout à fait quand même, pas tout à fait, parce qu'effectivement on a les moyens un peu traditionnels de communication, et puis surtout comme je l'évoquais, on avait déjà des pratiques qui sortaient des clous de l'interdiction, donc on aurait quand même eu des choses à dire. Ça va. Très bien, c'est une très bonne introduction. On a vu que donc effectivement ce que tu dis, c'est que c'est très récent en fait, c'est tout neuf tout ça, puisque 2020 effectivement, on a le droit donc de réaliser de la publicité. En fait, on n'a pas le droit, mais enfin on a levé l'interdiction. Donc implicitement, on se dit qu'on a le droit à certaines choses. On va essayer d'aller voir où se situe le droit et où il s'arrête. Donc nous, on connaît dans notre activité les moyens de communication qu'on a. C'est une plaque professionnelle déjà qui est très réglementée, des tampons qui sont réglementés, un ordonnancier aussi qui est réglementé également. On peut avoir dans le cabinet également des flyers. C'est très à la mode d'avoir aussi des écrans dans les salles d'attente qui peuvent diffuser des vidéos. Alors ça aussi, sur la diffusion de vidéos, est-ce qu'on peut mettre des vidéos qui pourraient montrer des interventions qu'on a réalisées pour nos patients. On peut également reprendre sur ces vidéos d'écran des vidéos qu'on aurait vues sur des plateformes de streaming. Est-ce qu'on peut également confier aux patients certains outils? Je pense que la distinction, c'est vraiment entre la communication et la publicité. Est-ce qu'au sein d'un même cabinet, tout ce qu'on fait est considéré que de la communication, ou on peut malgré tout faire de la publicité au sein même de notre cabinet? Alors c'est effectivement une question intéressante et fondamentale, dans le sens où moi c'est vrai que naturellement j'aime pas trop parler de publicité. Pour moi c'est plutôt de la communication, et après la question c'est plutôt de vers qui est dirigée cette communication. Est-ce que c'est de la communication patient? On y reviendra dans les rapports avec les patients, le suivi de soins, l'usage d'outils divers et variés pour la communication vis-à-vis de son patient. Et puis il y a la communication grand public. La communication au grand public, en fait, c'est celle dont il faut davantage se méfier, parce que effectivement elle peut s'apparenter à de la publicité, elle peut tomber finalement dans basculer un peu dans le côté commercial, le côté parfois sensationnel, le côté on le verra dans les pratiques sur les réseaux sociaux, les placements de produits, la publicité pour des marques ou pour des sociétés commerciales diverses et variées. Et c'est en fait les garde-fous de la déontologie générale qui viennent limiter ces pratiques-là. Ce qui est intéressant dans la modification donc par le décret de 2020, c'est que
même les outils traditionnels de communication, donc tu évoquais la plaque professionnelle, même là, on a obtenu des précisions sur la signalétique. C'est-à-dire que votre plaque professionnelle que vous avez naturellement tous en bas de votre immeuble, avec généralement le nom du ou des praticiens et simplement s'ils ont une spécialité ou en tout cas une titularité de diplôme qui est mentionnée, c'est à peu près tout. En réalité, le décret de 2020 vient quand même préciser ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut avoir une signalétique unique? Donc là, on vient nous dire, vous avez le droit d'avoir une signalétique plaque professionnelle en bas de l'immeuble, également une sur votre porte directement accessible de cabinet, mais également, vous pouvez avoir des plaques signalétiques intermédiaires si les locaux s'y prêtent. Donc, par exemple, indiqué avec une flèche, ce qui était quand même plutôt mal perçu avant ça. Tout ça est quand même revu à la lumière des pratiques réelles et des nouveaux outils. Donc ça, c'est pour les moyens un peu traditionnels. On a l'habitude, effectivement, les tampons qui sont très réglementés. Les ordonnanciers, on n'y pense pas, mais c'est aussi un moyen de communication, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir n'importe quoi sur son ordonnancier. On ne peut pas dire 70% des patients satisfaits. Alors si on dit 70%, on le dit pas. On va dire 95% des patients satisfaits. Ressortez avec le plus beau sourire de Lyon, Paris ou ailleurs. Toutes ces choses-là, c'est aussi des supports sont aussi des supports de communication. Mais finalement, ce qui est intéressant dans cette modification de 2020, c'est qu'on a l'introduction de tous les outils numériques qui étaient totalement passés sous silence avant ça. Notamment la notion d'Internet. La notion d'Internet est introduite. La question des annuaires, puisque les annuaires professionnels, on en a l'habitude parce que les ordres disposent d'un annuaire de tous les professionnels de santé qui relèvent de son ordre. Aujourd'hui, le Code de la santé publique, donc de déontologie, vient préciser que, par exemple, les annuaires en ligne ou le référencement naturel sont des outils qui naturellement sont utilisés par le commun des mortels, donc par les professionnels de santé aussi, mais qu'on verse dans la publicité et dans le commerce finalement interdit, donc on voit les limites, lorsque par exemple on souhaite faire appel à du référencement payant. Typiquement, que ce soit sur un moteur de recherche ou que ce soit sur une plateforme éditée par une société commerciale, un professionnel de santé n'a pas le droit de payer pour être mis en avant par rapport à ses concurrents. Parce que justement, là, on verse dans un procédé commercial qui vient à l'encontre des règles déontologiques générales. Et tout ça sont des choses qui sont introduites dans le Code de la santé publique par cette modification et qui viennent ensuite être un petit peu détaillé, précisé par l'Ordre national qui fait des communications et des préconisations dans la mise en œuvre de cette communication à l'égard du public. Donc ça m'amène à pas mal de questions, effectivement, tout ça. La principale, donc j'ai bien compris qu'il faut faire très attention au support qu'on donne, qu'il ne faut pas que ça devienne un caractère publicitaire et qu'il y ait un caractère publicitaire dessus. Et je repensais donc à ces affiches, ces plaques qui sont très réglementées pour nous, et ça me fait penser également aux centres dentaires. J'ai vu dans certains centres de santé, dentaires ou pas, parfois il y a des panneaux indicateurs qui vont indiquer là où se trouve tel ou tel centre dentaire, comme parfois une clinique, un établissement de santé ou un hôpital. Est-ce qu'il y a une distinction entre ces moyens de communication ou vis-à-vis des centres dentaires et des cabinets dits libéraux? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou les principes s'appliquent de la même façon? Alors, c'est une question qui s'est posée pendant longtemps parce qu'avec l'émergence de ces centres de santé, de ces centres de soins, de ces centres dentaires, etc., souvent dirigés, enfin, on va dire souvent encapsulés dans une société commerciale et dirigés par des gens qui n'étaient pas des professionnels de santé, donc qui ne se sentaient pas comme ça investis de la déontologie des professions médicales et qui ne se sentaient pas devoir respecter ces grands principes. On a eu justement toutes ces questions, ces questionnements. On a eu des procédures en chambre disciplinaire pour justement poser les limites, parce que la difficulté, c'est qu'un professionnel de santé libéral, il va être directement soumis aux règles déontologiques et il va devoir répondre de ses agissements directement auprès de son ordre. Lorsqu'on a une société commerciale, on n'est par nature pas soumis
à la déontologie, puisqu'on n'est pas professionnel de santé, on n'est pas inscrit au tableau de l'ordre. Mais par contre, les praticiens exerçant dans son centre restent soumis à ces règles déontologiques. Et donc, il y a eu à un moment donné une espèce de schizophrénie de dire, en fait, les professionnels qui généralement étaient des salariés d'une société commerciale, qui sont soumis à la déontologie, doivent continuer à respecter ces principes. Par contre, moi, société commerciale, centre de santé, centre de soins, j'ai la liberté de faire ce que je veux en matière de communication, en matière de publicité, parce que je ne suis, moi, pas soumis à cette réglementation. Et on a, je vous passe l'historique des décisions de justice, mais récemment, le Conseil constitutionnel, puisque c'est en juin 2022, donc c'est vraiment récent, a confirmé que le nouveau, alors nouveau, pas si nouveau, hein, ça date quand même de 2018, mais que l'article du Code de la santé publique qui vient interdire tout procédé publicitaire en faveur des centres de santé était conforme à la Constitution. Ce qui veut dire que cet article, et je vous le lis, toute forme de publicité en faveur des centres de santé est interdite. C'est sans appel. Il n'y a pas de sujet. Et c'est un peu pour venir confirmer le principe qui serait... Alors, je fais des ponts un peu rapides, mais qui serait finalement le même que celui que vous imposez à vos salariés. C'est-à-dire que vos salariés, par exemple, standard, accueil, même assistantes dentaires, qui ne sont naturellement pas soumis à la déontologie puisque qui ne sont pas des professionnels de santé inscrits au tableau de l'ordre, eh bien, bénéficient de cette extension de déontologie puisqu'elles elles doivent respecter l'ensemble des principes auxquels le professionnel de santé est soumis. Et bien finalement, cette réglementation qui interdit la publicité pour les centres de santé vient aussi rétablir cet équilibre-là pour qu'il n'y ait pas justement de hiatus entre le professionnel qui exerce l'activité médicale et la société qui peut être de forme commerciale qui accueille cet exercice. Donc on pourrait dire qu'en fait le médical l'a emporté un peu sur le commercial pour ce type de société, enfin en tout cas les centres dentaires. D'accord. Okay. Et si je peux juste faire un parallèle, ce qui est intéressant, c'est que on constate bien que pour les professions de santé, on va dire full réglementées, on reste dans cette déontologie et que la seule profession médicale qui sort un peu des clous, finalement, c'est les officines, c'est les pharmaciens, où en fait on a cette double casquette de activité commerciale sur toute la partie pharmacie, et la partie réglementée médicaments, DM dans une certaine mesure, et publicité des officines à l'extérieur, qui reste réglementée par une déontologie et un code. Donc c'est vraiment la seule exception au régime de respect des règles ordinales imposées par les professions, enfin imposées aux professions médicales. D'accord. Bon, ben c'est très clair. On a parlé des cabinets libéraux, on a parlé également donc des centres de soins pour voir un petit peu globalement jusqu'où on pouvait aller dans les moyens de communication et si la publicité était autorisée ou pas. Je me mets dans la peau d'un spécialiste qui souhaiterait, par exemple, un médecin spécialiste, chirurgien oral par exemple, qui souhaiterait communiquer un petit peu en marge de ma spécialité. Si, par exemple, est-ce que je peux faire regrouper des confrères qui sont chirurgiens dentistes, par exemple, au sein d'un événement qui nous réunit, comme des cours de cuisine, une activité associative ou de la philatélie. Est-ce que je reste dans les clous, on va dire, et légalement je ne suis pas condamnable si je réunis ces gens autour de quelque chose qui sort du domaine médical pur. Alors, c'est une question qui, à mon sens, recoupe finalement différentes cas de figure. On a le cas de figure où on est finalement dans l'événement professionnel auquel on convie ses correspondants, les gens avec lesquels on aime travailler, on a l'habitude de travailler, et qui est un événement professionnel, mais qui n'est pas à l'attention du grand public. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire, on fait un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire que si vous voulez inviter tous vos correspondants au restaurant ou à une soirée karting ou autre, ça se fait
très naturellement et il y a absolument aucune difficulté. Le deuxième aspect qui peut être envisagé et qui pose davantage de difficultés, mais une fois de plus sur les principes déontologiques généraux, c'est si vous voulez faire une soirée avec vos patients. Où là, ça peut poser une difficulté plutôt dans le respect du secret professionnel, puisque en fait, par principe, personne ne peut délier le praticien de son respect, de son obligation de respecter le secret professionnel. Et le fait de réunir des patients dans une activité qui serait autre que simplement le parcours de soins et de le mettre en relation avec soit d'autres praticiens, soit d'autres patients, etc. Là, à mon sens, ça pourrait contrevenir à certains principes généraux de la déontologie des professions médicales. Et après, le troisième pan qui est finalement ce qui va nous intéresser aussi dans la communication grand public général et puis la démocratisation des réseaux sociaux, c'est si finalement je suis passionnée de cuisine et que je fais des tutos cuisine sur des Facebook Live, des Instagram, des TikTok, etc., pour finalement promouvoir mon activité. Et ça, pour le coup, maintenant, avec les modifications du Conseil du Code de la santé publique, toutes ces hypothèses rentrent vraiment dans le quotidien de la pratique déontologique. Et ça, pour le coup, l'ordre national vient nous dire concrètement, si c'est une activité purement privée, c'est-à-dire que si vous faites des tutos cuisine, des tutos fitness, des tutos autres, ou que vous faites de la promotion pour votre pratique effectivement de l'équitation, à ce compte-là, pas de difficulté. Mais par contre, attention, il faut bien ne faire aucune référence à votre activité professionnelle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas promouvoir à travers l'activité privée votre, par exemple, installation en tant que professionnel de santé à tel endroit, de telle ville. Donc, il faut bien maintenir cette distinction entre les deux activités. Vous pouvez faire de la promotion publicitaire pure sur une activité annexe dès lors que vous n'en faites pas bénéficier votre activité médicale réglementée. Et même dans le cas d'une nouvelle installation, si je suis par exemple un nouveau spécialiste dans une région, pour me faire connaître, est-ce que j'aurais le droit là d'aller communiquer ou faire ma publicité auprès d'autres futurs correspondants potentiels dans la légalité, en allant là pour le coup démarcher euh, sur le thème de la professionnelle médicale? Oui, alors là, on en revient finalement à une sphère purement professionnelle, puisque la communication dans le cadre d'une installation ou d'une modification de la structure d'exercice est tout à fait possible. Historiquement, c'était possible dans des encarts, souvent dans de la presse écrite, qui devaient être validés en amont par le conseil départemental. Cette validation en amont a été supprimée par la nouvelle mouture du code de déontologie, et aujourd'hui, on vient expliquer que oui, vous pouvez communiquer, pour le coup, sur tout support, en respectant bien sûr les limites qu'on évoque depuis tout à l'heure et qu'on va continuer à évoquer, mais sur une nouvelle structure d'exercice, une modification d'exercice, etc. À l'inverse, si vous, par exemple, on a une pratique décisionnelle, enfin une décision du Conseil national, alors, qui date un peu, donc il faudrait voir ce que ça donnerait à la lumière des nouvelles règles, mais on se dit que ce ne serait pas très éloigné. On a un praticien qui s'installe avec une spécialité et qui convie l'ensemble des praticiens généraux du département, mais uniquement les praticiens généraux, donc pas un spécialiste, c'est pas du tout l'annuaire complet, quoi. C'est vraiment que les praticiens généraux à une soirée beaujolaise pour laquelle il avait également laissé des cartes de visite dans des commerces de proximité. Enfin, il y avait un contexte général quand même vraiment très marqué, publicité, communication, grand public, etc. Et là, on a eu une sanction puisqu'il a été considéré que c'était de la publicité à l'époque interdite, en tout cas qu'on avait un caractère valorisant et une pratique commerciale qui ne correspondait pas et ne respectait pas les règles déontologiques auxquelles était soumis ce praticien, et donc il a été sanctionné. D'accord. Donc là, oui. Bon, là, il y a clairement une démarche commerciale en allant faire sa publicité un peu au-delà de ce qui est
ce qui est autorisé. D'accord. C'est très clair sur ces points-là. Merci beaucoup. Je voulais également, on peut se poser la question, et qu'est-ce qui se passe si on a donc une activité annexe comme, bon alors pas l'équitation ou la cuisine, mais si on a quelque chose qu'on fait qui rapproche de notre activité, comme par exemple, au hasard, un concepteur de logiciel médical, ou un livre sur l'activité du praticien, ou est-ce qu'on peut se servir de ces supports pour faire sa publicité au travers de correspondants, par exemple? Alors, au travers de correspondants, je le mets de côté pour l'instant. Sur l'activité, est-ce que je peux, donc je suis professionnelle de santé et par ailleurs, j'édite un logiciel. Souvent, ça ne va pas être hébergé dans la même structure d'exercice. C'est-à-dire qu'on va avoir une structure d'exercice dédiée à la pratique médicale et on va avoir une structure plutôt commerciale dédiée à la conception et à la commercialisation de logiciels. Donc là, en fait, on en revient à la question de la publicité indirecte pour une société commerciale qui, pour le coup, est prohibée. Donc typiquement, quand j'ai un site internet, et on y reviendra, qui est assez réglementé dans son contenu et dans ce qu'on peut y faire figurer, on n'a effectivement pas la possibilité de promouvoir une activité commerciale tierce. Qu'elle soit tierce, complètement extérieur, c'est-à-dire un laboratoire, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, des produits cosmétiques, des produits de cuisine ou autres, ou que ce soit finalement soi et soi-même pour une activité commerciale annexe. Donc de la même manière, on ne peut pas mettre par exemple des liens qui renverraient vers le site de cette société commerciale qui commercialise un logiciel, quand bien même c'est la nôtre. On ne peut vraiment se servir de la communication de la pratique médicale que pour informer sur cette pratique, pour faire sa communication dans le cadre de son exercice professionnel, et en aucun cas pour faire la publicité, la promotion d'une société commerciale ou d'une activité annexe. Donc ça, typiquement, on ne peut pas le faire. Donc ça nous amène effectivement au contenu du site internet. On sait qu'il est réglementé, on sait qu'on ne peut pas y mettre n'importe quoi. Est-ce qu'il y a une réglementation bien définie sur ce que doit contenir ou ce que peut contenir un site internet d'un professionnel de santé, et est-ce qu'il y a également des condamnations qui ont déjà eu lieu sur ce type de site qui aurait été mal construit ou assimilé à une forme de publicité commerciale? Oui, alors ça, c'est pareil. On a eu quand même de très grosses évolutions puisque historiquement, on avait l'obligation de soumettre ces projets de site internet à l'ordre pour validation avant la mise en ligne. C'était déjà plus ou moins respecté, pour pas dire pas respecté du tout. Au niveau de l'ordre national, on avait certaines recommandations, mais finalement la référence, en tout cas moi dans la pratique et dans ce que j'ai pu voir, ça restait le livre blanc de l'ordre national des médecins, qui, si je ne me trompe pas, datait de 2014, qui était finalement un peu la pierre angulaire de ce qu'on avait le droit ou pas le droit de faire en tant que professionnel de santé sur un site internet. Tout ça a été une fois de plus largement modifié et amélioré par les modifications de 2020 et par les recommandations de l'ordre national qui est venu préciser toutes ces pratiques. Une fois de plus, introduire la question du référencement payant qui pour le coup est clairement interdit, la question des annuaires, tout ça. Donc on a des choses un peu plus précises. On a finalement tout ce qui est obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on mentionne ses coordonnées, la structure d'exercice, les personnes qui composent le cabinet. On peut préciser ses horaires d'ouverture, naturellement. Mais on a aussi les limites de ce qu'on ne peut pas faire. Typiquement, on ne peut pas faire témoigner des tiers. Même si on floute, par exemple, le visage d'un patient, on ne peut pas faire témoigner un patient pour dire vraiment, docteur truc, il était trop génial, je suis sortie absolument ravie, c'était super, etc. On ne peut pas de la même manière utiliser des comparaisons. Dire, regardez ce qu'un confrère a fait, ce patient est arrivé, c'était une catastrophe.
regardez-moi comme je suis bien meilleure, et comme la pratique de réhabilitation a fonctionné parce que je suis quand même vraiment une star. De la même manière, l'utilisation de superlatifs et de termes particulièrement flatteurs doit être prohibée. Donc, on ne peut pas dire meilleur cabinet de la place lyonnaise ou meilleur français, ou etc. Il ne faut pas non plus qu'il y ait des informations qui pourraient être trompeuses, c'est-à-dire quelque chose qui irait vanter une pratique très classique, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, au hasard, une méthode de stérilisation de matériel. On vient expliquer sur son site internet que vraiment c'est révolutionnaire, on est les seuls à faire ça, etc. Alors qu'en fait, c'est une obligation légale ou réglementaire. Donc, on précise bien, l'ordre national et le code de déontologie précisent bien que les informations doivent être claires, lisibles, objectives, utiles et nécessaires, et qu'on ne peut communiquer que sur ses compétences, sa pratique professionnelle, son parcours, les conditions d'exercice, etc., mais rien d'autre. Alors ça va soulever encore pas mal de questions. Merci beaucoup, Pauline. Et effectivement, j'ai bien compris que donc on était assez limité en fait sur le site internet et qu'il y avait une belle réglementation qu'il fallait suivre. On se demande, je prends en même temps quelques questions de viewers que j'inclus dans notre échange. Est-ce que toutes les règles, parce que on voit le avant-après, ça c'est quelque chose de très qu'on retrouve très régulièrement dans beaucoup, alors principalement sur les réseaux sociaux, mais ça, on va parler des réseaux sociaux, ça va être une question à part entière, mais est-ce que l'application des règles, parce que le avant-après, on va dire, est dédié un petit peu, on voit beaucoup de choses en chirurgie esthétique notamment, est-ce que tout ce qui est appliqué pour les médecins et les spécialités médicales sont exactement les mêmes, les règles sont identiquement les mêmes pour les chirurgiens dentistes, l'ordre des chirurgiens dentistes? Est-ce que déjà ces ordres-là, l'ordre des médecins et l'ordre des dentistes, sont en accord ou pas sur ce qu'on a le droit ou pas le droit de présenter? Alors globalement, oui, on est quand même sur une ligne de conduite qui est à peu près similaire. Après, c'est plus dans l'appréciation des chambres disciplinaires que parfois ça peut varier un peu. Mais globalement, le avant-après, alors ça c'était vrai avant 2020, ça demeure vrai depuis 2020, le avant-après est à éviter. Alors, je dis éviter parce que la réalité, c'est que on en voit de partout. Mais le principe, c'est qu'on n'est pas censé le faire. Alors, avant, c'était parce que sur des questions, effectivement, d'interdiction de la publicité, etc., et on avait cette utilisation de cette interdiction pour justifier l'exclusion du avant-après. Et aujourd'hui, c'est sur le fondement de peut induire finalement l'internaute moyen en erreur. On en revient finalement à la communication trompeuse. C'est que forcément, on ne va pas mettre des catastrophes en avant. On ne va pas dire regardez comme je l'ai bien raté, il allait bien avant, il va moins bien après. Par contre, on va forcément avoir tendance à montrer les cas les plus signifiant pour un internaute moyen, un patient moyen qui n'a pas de connaissances ni de compétences médicales. Et donc, on va avoir une bouche qui généralement est dans mauvais état et le résultat de regarder comme c'est beau, les dents sont parfaitement alignées et ça ressemble à une bouche toute neuve alors que c'est moi qui ai tout fait. Donc, l'ordre national vient réitérer ce principe d'interdiction. En tout cas, déconseille le avant-après comme étant un risque d'induire le public en erreur. D'accord, donc on a bien compris, en fait, il faut que l'information soit claire, qu'elle ne trompe pas le patient potentiel qui pourrait venir, et en faisant ce avant-après, on garantit peut-être un résultat au patient qui peut ne pas arriver. Donc on a tendance à tromper un petit peu le patient sur ça. D'accord, c'est clair. Est-ce que donc on se rapproche tout doucement des réseaux sociaux. Je reprends avant qu'on passe dessus une question d'un des viewers qui nous demande est-ce qu'on a le droit de citer la marque d'implant qu'on utilise? Alors
j'imagine que ça dépend à qui on va citer ça, mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, on sait qu'il y a certaines marques d'implants qu'on aimerait bien nous voilà, mettre en avant dans notre activité parce qu'on les considère comme très bons. Est-ce qu'on pourrait mettre, par exemple, sur notre site internet que tel docteur pose un implant de telle marque, par exemple, ou utilise la marque Intel pour réaliser des réhabilitations implantaires? Alors, il faut être particulièrement vigilant sur ce genre de pratique parce que naturellement, on a tendance à mettre en avant sa propre expérience, sa propre pratique et les partenaires avec lesquels on travaille habituellement et en qui on a confiance. Mais attention parce que rapidement, ça peut être assimilé effectivement à une pratique commerciale exclue, finalement interdite parce que mettant en avant une société commerciale tierce. En fait, pour moi, il y a deux cas de figure, encore une fois, différents. Il y a le cas de figure de je mets en ligne, et ça, finalement, ça peut surprendre par rapport à l'interdiction du avant-après qu'on vient d'évoquer. Je mets en ligne une vidéo d'une intervention. Alors, bien sûr, il faut prendre soin de cacher le visage du patient, de l'avoir informé de ce que cette intervention a été filmée et sera mise en ligne, etc. Mais ça, par exemple, si on met en ligne une intervention en direct et finalement en détaillant tout le processus de la pratique, de ce qu'on est en train de faire, comment, pourquoi, etc. Et que dans ce cadre-là, on inclut la référence au matériel utilisé, dès lors que cette communication n'est pas axée sur la marque et sur le matériel utilisé, c'est acceptable puisque ça ne peut pas être assimilé à de la publicité directe pour cette société commerciale parce qu'il y a une mise en contexte et parce que finalement l'apport principal de cette vidéo, c'est l'apport scientifique et la pratique professionnelle. Et soyons clairs, cette vidéo, elle ne sera visionnée que par des professionnels de santé ou par quelqu'un qui vraiment s'intéresse à cette pratique-là, etc. Mais donc, ça ne sera pas de la publicité auprès du grand public d'une marque d'implant en particulier. À l'inverse, si on prend l'exemple, et ça je pense que ça parlera à tout le monde, de la publicité faite par des praticiens installés en Grande-Bretagne pour des dentifrices ou des marques de brosses à dents, ça clairement en France, ce ne serait pas possible parce que ce serait de la publicité directe pour une société commerciale et des produits de tiers, ce qui n'est absolument pas autorisé en France. D'accord. En France et en Europe? Alors, c'est un peu la limite de l'exercice. On a un code de déontologie européen qui a été publié, alors je voudrais pas dire de bêtises, je l'ai là, qui a été publié par la FEDCAR, j'espère que je n'écorche pas la prononciation de cette fédération, et qui reprend les principes directeurs au niveau européen des professionnels, donc des chirurgiens dentistes, et on a une définition bien différente de la publicité et de la communication qui ressemble davantage à ce qu'on connaît, nous, du code de commerce, en réalité. Donc, on n'a pas une harmonisation des pratiques au niveau européen. Et d'ailleurs, les textes de référence au niveau européen sont des directives. Et les directives ne s'appliquent pas directement dans le droit national, dans le droit interne. Donc, on a une large marge de manœuvre des ordres nationaux qui viennent finalement ajouter aux principes directeurs européens. Et c'est bien pour ça qu'on se retrouve avec des professionnels. Alors en plus, maintenant, la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne, mais c'est pour ça qu'on se retrouve avec des praticiens étrangers qui viennent faire de la publicité sur les ondes françaises. En parlant justement de ça, de moyens un petit peu détournés pour essayer de rester dans la légalité en prenant une voie un petit peu différente. On me dit, les viewers, effectivement, posent la question, est-ce que sur un site internet, en justifiant par un tarif, parce qu'il existe, on peut dire, des gammes d'implants qui seraient un petit peu premium et certains autres implants dits un petit peu moins premium, on pourrait afficher deux tarifs différents de façon à pouvoir satisfaire un plus grand nombre de personnes. Et est-ce qu'on peut à ce moment-là dire
le prix avec la marque associée? Ou est-ce qu'il faut dire qu'on a deux types d'implants à deux types de tarifs différents, ou on pourrait dire, voilà, ben, tel implant de telle marque, c'est tel prix, et tel implant de telle marque, c'est tel prix? Est-ce que ça, ce serait envisageable, ou ce sera une forme de commerciale sur cet affichage? Alors, je pense qu'il faut être vigilant aussi sur ce genre de pratique parce que, d'abord, c'est intéressant sur la question de la communication des tarifs. Parce que vous avez la réglementation qui vient s'imposer à vous sur l'obligation de fournir un devis et que dans ces devis figure notamment, sur la question des implants, l'origine de l'implant avec, la désignation du pays de fabrication, avec le numéro de série, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est une partie de la réglementation à laquelle vous êtes soumise, mais qui concerne vraiment le devis patient, donc qui est vraiment une sphère particulière. Et vous avez cette question de la communication et l'obligation qui est faite maintenant aux praticiens de communiquer sur leurs pratiques tarifaires. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau puisque, et c'est quelque chose sur lequel l'ordre national s'est aussi battu parce que ils ont essayé de réduire au minimum la communication obligatoire parce qu'on n'est pas au supermarché non plus. On a, je crois, de mémoire, au moins 700 références nomenclature au niveau de la CCAM et qu'on ne va pas faire une liste à l'après-vert de toutes les pratiques et de tous les tarifs appliqués. Pour répondre quand même à ta question, la question de différencier les prix en fonction des soins, en fonction des typologies de soins opérés, mais qui souvent sont aussi liés à des conditions particulières. C'est-à-dire que je ne suis pas praticien du tout, hein, mais c'est-à-dire que par exemple, on va utiliser tel type d'implant parce que la localité de là où on veut le mettre s'y prête davantage, ou tel autre type d'implant parce que peut-être on a un terrain allergique, ou parce qu'on a plus de rejets, ou je ne sais quoi d'autre. Donc j'aurais quand même plutôt tendance à privilégier les fourchettes en disant pose d'implant entre temps et temps, selon finalement la situation particulière de chacun, pour qu'on n'ait pas cette impression, alors pas forcément sur la question commerciale, mais plutôt sur la liberté finalement de diagnostiquer et de prescrire et de fournir un conseil éclairé pour ne pas qu'on ait un patient qui vienne dire alors moi je veux celui-ci d'implant parce qu'il est moins cher ou parce qu'il est plus cher, il est mieux, donc je voudrais celui-ci. C'est plus dans ce sens-là pour moi que il faut se méfier de ce type de communication parce que ça peut être pris de façon un peu manichéenne de dire ben oui mais vous affichez 750 € si il vient de Chine, moi je veux celui-ci parce que j'ai pas les moyens de payer plus. Bah oui madame, monsieur, mais en fait votre pathologie, enfin le diagnostic que je pose sur votre configuration ne permet pas la pose de cet implant et que à l'inverse ça se retourne ensuite contre éventuellement le praticien à qui on viendrait reprocher le fait d'afficher un tarif qui ne serait pas appliqué ensuite. Même si on pourrait le justifier, bien sûr, mais après, il faut être vigilant aussi sur le mode de communication plutôt que sur le principe de l'autorisation ou de l'interdiction. D'accord, oui, c'est très clair. Donc, plutôt afficher une fourchette et puis après se dire on fait au cas par cas en fonction du cas clinique et puis aussi de la volonté du patient à financer à telle ou telle hauteur un traitement. On voit bien qu'il y a beaucoup de questions relatives à ça, parce qu'effectivement, j'imagine qu'on n'a pas le droit de mettre sur un site internet qu'on détient un dernier appareil de radiologie ou quelque chose qui pourrait être assimilé donc à nous faire de la publicité en disant ben voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous on l'a, ça veut dire que peut-être que d'autres l'ont pas, pardon, et donc on se met un petit peu en avant et on utilise ce superlatif que donc, on doit éviter. On arrive tout doucement aux réseaux sociaux. On a l'impression que les réseaux sociaux, eux, n'ont pas de limites et beaucoup moins de règles. On a l'impression que les instances réglementaires n'ont pas vraiment la main sur ces réseaux sociaux et que, alors je vais citer Instagram parce que Instagram, c'est là où on a beaucoup de avant-après. On peut faire des vidéos très courtes et faire une forme de publicité assez facile. Comment ça se passe
pour tout ce qu'on trouve sur Instagram en quantité vraiment importante sur des vidéos en direct, des techniques chirurgicales, aussi voilà, vanter tel ou tel acte qu'on réalise ou montrer, voilà, regardez, j'ai le dernier appareil qui permet de réaliser ça ou ça. Est-ce qu'il là, il y a une réelle réglementation dessus, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, ou bien est-ce qu'il y a encore un flou au niveau des réseaux sociaux, et est-ce qu'il n'y en a pas certains qui profitent de ce flou pour faire des choses qui seraient normalement, si elles avaient été légiférées, illégales? Alors, c'est une question qui est très actuelle et qui est très particulière concernant les réseaux sociaux. Sur la première question de est-ce qu'il y a une réglementation spécifique réseaux sociaux, en fait, c'est les mêmes principes qui viennent s'appliquer indistinctement à la communication au public de manière générale sur quelque support que ce soit, incluant les réseaux sociaux. La limite de ces principes-là, c'est que, comme on le perçoit tous et comme finalement on l'expérimente au quotidien, on a une instantanéité liée aux réseaux sociaux qui fait que c'est beaucoup plus difficile à réguler. On ne rentrera pas dans les sujets de régulation, de régulation générale des plateformes, etc. Mais en fait, les problématiques s'appliquent exactement de la même manière en profession de santé. Et donc, oui, naturellement, il y en a qui vont en profiter ou il y en a qui vont voir qu'ils sont éventuellement défavorisés ou qu'en tout cas, eux ne font pas ça. Et on va avoir cette tendance à se dire, mais finalement, comment réguler les réseaux sociaux? Et en fait, les réseaux sociaux, ils sont régulés de la même manière qu'un site internet, qu'un article de presse, qu'une carte de visite distribuée dans un commerce, etc. C'est toujours la même chose. C'est le jour où on vient finalement cumuler les pratiques sanctionnables qui sont portés à l'attention des chambres disciplinaires, qui vont éventuellement conduire à une sanction, une condamnation. On a pu le voir dans les pratiques disciplinaires, alors avant les modifications réglementaires, mais que ces pratiques de publicité, de communication au grand public qui ne respecteraient pas les grands principes peuvent conduire à des interdictions d'exercer. Donc, ce n'est pas que des sanctions théoriques. On n'est pas sur quelque chose d'un peu fantasmé de oui, mais de toute façon, c'est un blâme, il ne se passe jamais rien. Quand on est sur des pratiques qui sont avérées comme étant contraires à la déontologie et aux règles qu'on doit respecter, on peut aller jusqu'à des sanctions d'interdiction d'exercice. Et donc, la question des réseaux sociaux, finalement, elle est la même que pour tout autre support, si ce n'est qu'elle est plus difficile à appréhender, plus difficile à vérifier et son instantanéité est à la fois favorable et à la fois défavorable. C'est-à-dire que oui, on peut bénéficier d'une certaine clémence parce que en fait, ça apparaît et disparaît dans l'esprit des gens aussi vite que les autres posts. Et à l'inverse, on a une permanence de l'information sur les réseaux qui fait que si on reconstitue finalement toutes les pratiques qui ne seraient pas conformes à la déontologie, on peut rapidement se retrouver à avoir des ennuis. Alors que par exemple sur un site internet, si on se rend compte qu'on avait mis un lien commercial vers une société qui fabrique des implants, on peut l'enlever. Personne n'ira retrouver l'historique du moment où on avait ce lien commercial-là. Alors que sur les réseaux sociaux, il faut à mon sens être d'autant plus vigilant qu'on retrouve toujours tout. Donc si on a une pratique border, voire interdite ou en tout cas contraire aux principes déontologiques. On le voit bien avec les politiciens pour lesquels on retrouve des tweets d'il y a 15 ans. On retrouvera nécessairement cette pratique à un moment donné dans un historique, ne serait-ce que par un partage, par un like, par un autre compte de tiers, etc. Donc oui, les mêmes règles s'appliquent. Par contre, c'est vrai qu'on a une plus grande difficulté à les appréhender et que la sanction est toujours a posteriori et donc se pose toujours la question du bénéfice versus le risque de sanction qui est corrélé à ça. D'accord. Bon, donc effectivement, merci beaucoup. Ça nous conforte dans l'idée qu'on n'a pas le droit de le faire, mais j'ai quand même l'impression que si on le fait, c'est difficile de tout contrôler parce que les réseaux sociaux diffusent massivement de l'information. On n'en est pas encore
comme dans certains pays asiatiques, où sur les chirurgies esthétiques, par exemple, certains devis sont faits et revus à la baisse si le patient ou la patiente accepte de faire du avant-après sur le site internet du praticien. Donc le prix, en fait, dépend de ce qu'elle accepte après de montrer pour faire de la publicité. On n'en est pas là. En parlant de... on a parlé un petit peu des réseaux sociaux, on a vu un peu la façon dont il fallait les aborder. La communication, si on revient juste avec la relation entre le praticien et son patient. Il y a quelques années, c'était la carte de visite, c'était ce qu'on pouvait donner de concret, de physique, pour pouvoir que le patient se souvienne de nous ou transmette cette carte à d'autres patients qui auraient besoin de notre expertise. Maintenant, aujourd'hui, tout ça est numérisé. On va vers des rappels de rendez-vous automatisés. Il y a des plateformes comme Doctolib ou d'autres qui assurent des agendas en ligne. Sur cette partie-là, il y a une espèce de démarchage du patient et ses limites. Je pense que dans le démarchage du patient, on a certaines limites peut-être à respecter entre est-ce qu'on vient soigner, juste rappeler un rendez-vous, ou est-ce qu'on vient recapter un patient qui ne serait peut-être pas venu si il n'avait pas reçu peut-être un SMS ou autre moyen de communiquer, un email. Est-ce qu'il y a aussi une réglementation sur ce fameux rappel de rendez-vous ou des rappels de suivi? Alors, de la même manière, on va avoir plusieurs cas de figure différents. C'est-à-dire que lorsque on est patient et que on est dans le cadre d'un protocole de soins, il est tout à fait naturel que notre praticien nous envoie des rappels de rendez-vous. Alors finalement, les rappels de rendez-vous, ils peuvent être faits entre guillemets à l'ancienne par le secrétariat, soit par un logiciel métier, soit par le secrétariat en direct, soit effectivement par des modules de plateforme de prise de rendez-vous en ligne, etc. Ça, pas de difficulté, parce qu'en réalité, c'est un patient, c'est déjà quelqu'un qui consulte le praticien, c'est un patient, et dans le cadre finalement de son protocole de soins, eh bien, on s'assure qu'il ne va pas nous poser un lapin et faire un trou dans notre planning. Donc ça, en tant que tel, pas de difficulté, puisqu'on a même une obligation de continuité des soins, donc aucune difficulté sur les rappels de rendez-vous. Sur, de la même manière, le rappel de contrôle, c'est-à-dire que si on a une intervention chirurgicale et qui nécessite peut-être une visite de contrôle 3 mois plus tard, au moment où on a pris le rendez-vous initial, le patient nous rappelle en disant finalement mon pneu de voiture a crevé, je ne peux pas venir, je vous rappelle la semaine prochaine pour définir un rendez-vous ultérieur, etc., et qu'il ne le fait pas, eh bien, il est naturel qu'on retourne vers ce patient-là pour le solliciter, pour qu'il fasse sa visite de contrôle, parce qu'il peut y avoir des conséquences cliniques aussi à l'absence de contrôle ou à l'absence de suivi de ce protocole de soins. Donc ça, aucune difficulté. La difficulté, elle vient elle intervient lorsque on a un patient, on a fini un protocole de soins quel qu'il soit, et que, par exemple, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, on lui envoie une information comme quoi, et regardez, je propose maintenant des prestations de blanchiment des dents, je pense que ça pourrait vous intéresser. Ça, on rentre davantage dans la pratique commerciale, et effectivement, c'est des pratiques qu'il faut éviter. Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est finalement de la pratique commerciale qui s'assimilerait à de la publicité, et en plus avec la question de est-ce que c'est pas de la publicité pour du produit vendu par une société commerciale? Et la deuxième chose, c'est que finalement, on incite le patient, quand bien même c'est un patient, à surconsommer du soin. Et ça, pour le coup, c'est sanctionné comme contraire à l'intérêt général en matière de santé publique. Ça, c'est en politique de santé publique, on ne doit pas inciter à la surconsommation des soins. Et ça fait d'ailleurs référence à ce que tu disais tout à l'heure, on ne peut pas proposer des programmes de fidélisation ou si vous prenez 3 implants, je vous offre le 4e. Ces pratiques-là sont strictement interdites de la même manière sur la question de l'intérêt général et de la politique de santé publique.
La question qui est un peu finalement intermédiaire et qui serait sur laquelle on pourrait se poser la question, c'est tout ce qui relève de la santé publique. Et par exemple, lorsqu'on reçoit, alors soit parce que vous avez des enfants en bas âge, soit parce que vous êtes un public ciblé par une politique de santé publique, vous allez recevoir il serait bien de consulter un praticien pour vérifier l'hygiène bucco-dentaire. Ça, c'est des politiques de santé publique, que ce soit fait par des organismes de santé publique, c'est naturel. Est-ce que demain, ça peut, ou aujourd'hui, ou hier, peut-être déjà, ça peut être fait directement par les praticiens? Je pense que si c'est dans le cadre d'un patient qu'on suit déjà et qu'on lui envoie un rappel en disant vous n'avez pas fait votre rendez-vous de contrôle cette année, pas de difficulté. Si on reçoit des rappels comme ça tous les 15 jours avec des incitations à venir consulter le praticien, là, on va basculer dans une pratique commerciale qui, à mon sens, serait éventuellement sanctionnée ou en tout cas pour laquelle on pourrait nous reprocher d'avoir un démarchage trop intensif. On a bien compris, donc tant qu'on reste dans du préventif, c'est-à-dire toujours pour le bien du patient, pour éviter d'avoir à faire des soins ou à reprendre des choses ou que son état bucco-dentaire se dégrade, ça peut être justifié. Je pense aux soins par exemple de parodontologie qui nécessitent une hygiène particulière, des visites régulières. C'est un type de patient qu'on pourrait relancer de manière régulière, tout ça pour qu'il évite au final de perdre ses dents et d'aller vers quelque chose de moins bien à terme. Par contre, en revanche, si on n'est plus dans le préventif, mais on est dans la partie commerciale où on va aller vendre quelque chose aux patients, et on ne l'appelle pas dans une démarche de prévention, là, ça peut être condamnable. OK. Et pas de carte de fidélité, donc avec dedans enlevé, la troisième offerte, ça, on a bien compris que c'était pas... On évite. C'était pas à faire. Très bien. Du coup, on a parlé pas mal de choses en ce qui concerne donc ces relances, ces systèmes de relance, de suivi de patients, et ça nous amène un petit peu aussi sur le terrain des données patients. C'est quelque chose qu'on échange beaucoup maintenant, qu'on utilise via des emails. On envoie pas mal de mails aux patients. Les patients, parfois maintenant, les radios sont pratiquement toutes en format numérique, numérisé. Et des patients nous envoient souvent certains éléments par mail, donc des radios, des ordonnances, des courriers de certains confrères qu'on numérise. Est-ce qu'il y a là, sur cette forme de communication, là on sort un petit peu de la partie de publicité, mais communication, est-ce qu'il y a des choses où il faut que l'on soit vigilant? Je pense aux messageries sécurisées, bien sûr. Est-ce que ça peut être préjudiciable? Qu'on pourrait être condamné, par exemple, pour un mail qu'on a reçu qui se retrouve diffusé parce qu'on n'a pas communiqué avec son patient sur un site via une adresse mail sécurisée? Alors ça, c'est une question qui pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière parce que c'est plutôt l'articulation avec le traitement des données personnelles et particulièrement des données sensibles. Parce qu'en fait, en tant que professionnel de santé, vous traitez à la fois des données personnelles, donc les données personnelles, c'est des adresses email, des numéros de téléphone, des noms, prénoms, etc., mais surtout des données sensibles, c'est-à-dire des données de santé. Donc, comme tu l'évoquais, les radios, ça peut être des ordonnances, ça peut être un plan de soins, ça peut être, enfin voilà, un numéro de sécurité sociale, etc. Toutes ces données sont des données sensibles. Et là, on sort un peu du cadre de la déontologie pour rentrer dans le cadre réglementaire plus général, qui fait que un professionnel de santé qui se sent un peu finalement protégé par sa déontologie et par le respect des règles déontologiques, oublie des fois qu'il est soumis aussi de manière plus générale à la réglementation générale. Et là, on rentre dans la réglementation donc, du traitement des données personnelles, le RGPD dont on a beaucoup entendu parler lors de son entrée en application en 2018 et qui suppose, entre autres choses, alors on a l'obligation d'information, d'ailleurs on a des petites affichettes qui sont proposées par l'ordre national à afficher dans sa salle d'attente ou à côté de l'accueil, etc. Donc ça, c'est plutôt sur la partie information, obligation d'information. Mais on a une très grosse partie sécurisation des systèmes d'information
qui est une obligation réglementaire dès lors qu'on traite de la donnée personnelle. Et cette obligation de sécurité, elle est renforcée lorsqu'on traite de la donnée sensible, parce que naturellement, eh bien, on a encore moins envie que nos données de santé soient divulguées ou soient accessibles, soient finalement rendues publiques, que lorsque c'est notre nom, notre prénom et notre adresse email que globalement on peut trouver à peu près n'importe où si on cherche 2 minutes. Donc ça, c'est un axe très important et qui peut conduire effectivement à des sanctions. Ça a d'ailleurs déjà été le cas, puisqu'on sait que les professionnels de santé ont parfois du mal avec les systèmes d'information, avec la sécurité informatique et autres. Mais il ne faut pas oublier que oui, c'est un domaine à vraiment investir parce que ça peut conduire à des sanctions. Et on a eu, je crois de mémoire en 2020, une condamnation par la CNIL de professionnels de santé, alors c'était des médecins en l'occurrence, qui avaient leur système d'information qui était relativement ouvert et des petits malins qui avaient réussi à accéder assez librement à leur dossier patient. Et en fait, la condamnation pécuniaire, puisque c'est allé jusqu'à une condamnation pécuniaire pareil de mémoire, je crois que c'était 10 000 euros par praticien. Cette sanction pécuniaire n'est intervenue que parce que, en fait, ils avaient été enjoints de se mettre en conformité et de renforcer la sécurité de leur système, qu'ils n'avaient rien fait, ne se sentant peut-être pas suffisamment concernés, et que finalement, la CNIL n'a eu d'autre choix que de les sanctionner financièrement pour la violation des données de santé qui n'appartiennent pas aux praticiens. Ce praticien n'en est finalement que le collecteur et l'utilisateur, en quelque sorte, pour une durée déterminée et pour le bénéfice du patient qui a la maîtrise en théorie de son dossier médical du début jusqu'à la fin. Et donc, pour revenir à ta question, c'est vrai qu'il est largement préconisé d'utiliser les messageries sécurisées. Alors, on a les messageries sécurisées qui sont disponibles par, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est la Haute Autorité de Santé, hein, me semble-t-il. Oui, c'est MMS Santé ou voilà. MS Santé. Alors après, avec parfois les lenteurs et les difficultés techniques que ça peut engendrer, comme toutes les nouvelles méthodes en matière de technologie, parfois il y a quelques difficultés. Mais en tout cas, cette messagerie-là ou des messageries sécurisées sont de toute façon à privilégier pour l'échange de données sensibles, que ce soit avec le patient ou avec d'autres praticiens également. C'est ça, c'est ce que, en fait, oui, c'est ça. MS Santé, c'est une messagerie sécurisée entre praticiens. Oui, tout à fait. Ok, donc ça, effectivement, merci beaucoup, Pauline. C'est vraiment un thème à part qu'il faudrait qu'on fasse sur la donnée. Et effectivement, on peut extrapoler qui devient responsable. Est-ce que c'est l'éditeur de logiciel ou bien la responsabilité du praticien? Enfin, voilà, il y a beaucoup à débattre aussi sur ces sujets-là et on sort un petit peu du cadre communication. Je reviens un petit peu sur les patients. Pendant longtemps, on nous a dit que les patients devaient être libres de choisir tel ou tel praticien et que, par exemple, un praticien omnipraticien ou un médecin généraliste ne pouvait pas adresser à une seule personne ou indiquer clairement un praticien spécialiste et qui devait minimum laisser le choix aux patients. Alors, est-ce qu'on peut dire que proposer une seule personne et inciter le patient à aller voir un seul spécialiste avec qui on a confiance et qu'on connaît, est-ce que c'est assimilé comme une démarche un peu commerciale en disant voilà, nous on va aller, vous allez aller voir cette personne-là et pas une autre? Est-ce que là on pourrait nous être condamné a posteriori sur ça en disant voilà, si ça se passe mal par exemple, que le patient se plaigne en disant ben, il m'a adressé à cette personne-là, j'ai pas eu le choix d'aller ailleurs? Oui, alors pour moi, on a un peu cette crainte-là aussi qui
provient, à mon avis, des recommandations qui ont pu être faites par les réseaux de soins, les mutuelles, de dire ah oui, vous nous avez soumis un devis de votre praticien habituel. Si vous allez consulter les praticiens de notre réseau, vous allez peut-être obtenir des meilleurs prix. Ils le disaient pas comme ça, hein, je voudrais pas non plus tirer à bout portant. Et donc il y avait une liste de généralement 3 praticiens avec une zone géographique déterminée pour aller consulter ces praticiens-là. On est dans un schéma très différent lorsque on est nous-mêmes professionnels de santé, puisque on sait que finalement la base de la relation entre un professionnel de santé et son patient, c'est un lien de confiance. Alors bien sûr qu'on a les limites habituelles de la liberté de choix du patient d'aller voir un praticien ou un autre, donc de toute façon, il est assez peu vraisemblable que lorsqu'on est professionnel de santé, on tienne par une menotte quelconque son patient en le forçant à aller voir la personne qu'on lui recommande, qu'il soit spécialiste ou qu'il soit même d'une autre spécialité. Donc, il faut plutôt, à mon avis, privilégier l'adéquation de cette demande à la réponse qu'on formule. C'est-à-dire que si on a confiance en un spécialiste ou en un autre praticien professionnel de santé, qu'on a l'habitude de travailler avec cette personne dans des cas particuliers, on va naturellement recommander ce praticien à son patient parce qu'en fait, on sait que ça correspond à son besoin. Pour autant, s'il nous dit je vais quand même aller faire mon benchmarking auprès d'autres praticiens, on ne va pas lui dire c'est une erreur. Enfin, éventuellement, on peut le penser, mais en tout cas, on ne va pas le forcer à aller voir la personne recommandée. Donc, ça, pour le coup, à mon sens, il n'y a pas de difficulté à recommander un autre praticien, mais on le fait tous en tant que plutôt patient. Ou en tout cas en tant que finalement non connaisseur d'un domaine de spécialité, lorsqu'on veut consulter quelqu'un de spécialiste, on a tendance à interroger les gens qui relèvent de ce domaine d'activité parce qu'en fait, ils ont forcément plus de connaissances que nous-mêmes. La limite à ça, c'est simplement peut-être d'avoir la liberté de conscience de dire non, je ne connais personne ou non, il me semble que les gens avec lesquels je travaille ne font pas ça. Par contre, il peut être intéressant d'aller consulter l'ordre, d'aller consulter, de prendre vos renseignements ailleurs, où je me renseigne et je vous tiens au courant, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation stricte pour un professionnel de santé de recommander forcément plusieurs praticiens quand on pose la question, parce que ça perd aussi un peu de son sens au niveau du lien de confiance qu'a le patient vis-à-vis de son praticien. D'accord, ça c'est très clair, donc c'est pas du tout condamnable d'indiquer un partenariat, mais on va dire une collaboration avec un autre spécialiste dans le cadre d'un traitement spécifique. En revanche, par contre, on n'a peut-être pas le droit de laisser un patient sans solution et il faut qu'on l'aide à avancer, à continuer et à lui proposer quelque chose, même si nous, on ne connaît pas personnellement un spécialiste qui pourrait le contenter. Donc, on revient un petit peu sur la partie, à mon avis, qui va être un petit peu la plus tendancieuse concernant les fabricants, les industriels du dentaire et notre position à nous. Donc, on a bien compris, on en a parlé un petit peu, j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu dessus sur la façon dont on a bien vu que ça dépend quel est le public, à qui on en parle, comment, de quelle façon on en parle, dans quelles conditions. Et je pense que, tu vas nous confirmer, Pauline, mais c'est peut-être aussi de la façon dont on en parle et dont on présente les choses. Si je fais une conférence sur telle ou telle technique chirurgicale et que j'utilise telle ou telle marque d'implant, marque de produits de comblement ou d'une membrane ou d'instruments qui vont me permettre de réaliser cette intervention. J'imagine qu'il y a deux cas, si je suis en contrat ou pas en contrat, mais parlons juste déjà de comment je dois confirmer mon indépendance ou bien asseoir mon indépendance de praticien dans ce genre de conférence. Oui, alors ça, effectivement, c'est exactement la question du principe d'indépendance du praticien, c'est-à-dire qu'on ne doit jamais aliéner son indépendance au profit d'un tiers.
quel qu'il soit. C'est sûr que les exemples les plus parlants, c'est les sociétés commerciales, c'est les sociétés d'implants, de produits commercialisés dans le domaine médical de manière générale. Alors déjà, on a eu une très grosse évolution depuis la loi anti-cadeau en réalité, puisque avant on avait des pratiques qui étaient beaucoup plus collaborative et dans le partenariat généralisé avec les sociétés qui fournissaient, fabriquaient un certain nombre de produits. Et donc, on se retrouvait avec finalement un flou volontaire entre on intervient pour le compte du labo ou en fait c'est de notre propre chef, etc. Et on pouvait avoir un mélange des genres. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins vrai et c'est beaucoup plus encadré, ne serait-ce que parce qu'on a l'obligation par ailleurs de communiquer sur les conventions qui peuvent exister entre des sociétés commerciales et des professionnels de santé. Donc ça, on a un site internet dédié pour lister l'ensemble de ces conventions, avec la question qui peut se poser de la publicité de ce site internet que globalement personne qui ne s'y intéresse pas ne connaît. Mais donc, on est quand même dans un cadre très strict de ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire. Si on revient sur la question pure de la communication, on doit toujours respecter ce principe d'indépendance. Et donc, comme on l'évoquait tout à l'heure sur les questions site internet, on ne peut pas vanter les mérites d'un produit ou d'une méthode en particulier qui serait commercialisée par une société commerciale sur son site internet. De la même manière, on l'évoquait tout à l'heure, on ne peut pas mettre de liens commerciaux sur notre site internet qui renverraient à cette société commerciale ou à une plateforme ou un concepteur de logiciel quel qu'il soit, etc. Donc, on ne peut pas faire de la publicité pour un tiers, que ce soit pour un laboratoire à proprement parler ou pour des produits. La frontière et un peu la ligne de crête à ce niveau-là, c'est la question des matériels de test, c'est la question un peu des échantillons gratuits et des choses comme ça qu'on peut avoir en cabinet. Ça, on sait que c'est des pratiques qui sont tolérées parce que c'est voilà, quand on vient consulter un praticien, eh bien, il va nous remettre par exemple une brosse à dents souple parce qu'on vient de subir une intervention chirurgicale ou un petit tube de dentifrice, etc. Mais ça, alors aujourd'hui, c'est généralement plus du gratuit, c'est en réalité de l'acheter et que le praticien fournit en gratuit à son patient dans le cadre de son suivi de soins et de finalement en dehors des clous de la fidélisation ou quoi, c'est vraiment presque considéré comme faisant partie finalement des soins prodigués par le praticien. Mais vigilance, très grande vigilance sur la question de l'indépendance du praticien. Et je ne sais pas si c'est maintenant que on reparle des conférences ou des événements organisés par les laboratoires, mais je pense que rapidement, on peut basculer là-dessus. C'était un petit peu l'intention, effectivement. Les partenariats avec voilà, les laboratoires, jusqu'où on peut aller, dans quelles conditions, et puis à quoi faut-il faire attention? Est-ce qu'il y a des règles bien précises et une approche bien précise avec ces laboratoires du domaine du dentaire? Oui, alors il y a effectivement, une fois de plus, une réglementation bien spécifique sur les partenariats, les contrats entre les professionnels de santé et les sociétés qui fabriquent, fournissent ou qui, en tout cas, interviennent dans le domaine de la santé de manière générale pour bien faire la part des choses entre l'activité commerciale et l'activité réglementée. Pour moi, on a deux grands ensembles d'interactions entre ces deux sphères finalement. On a premièrement le côté intervention en conférence dans le cadre d'un événement qui serait sponsorisé ou qui serait carrément organisé par une société d'implants ou de fabrication d'implants ou par toute autre société. Et de l'autre côté, on va avoir les partenariats
partenariats scientifiques, les partenariats par exemple de recherche, les protocoles de recherche ou les articles scientifiques également qui peuvent être produits par des professionnels de santé, commandés par des sociétés, par exemple, une fois de plus, de fabricants d'implants. Ces deux sphères sont régies par des règles qui sont un peu différentes. Donc, la première relève vraiment de la question de la communication et de l'aliénation éventuellement l'indépendance du praticien. Et la deuxième est réglementée comme pour les articles de presse sur la question de l'apport scientifique et sur la question de vous ne pouvez communiquer que sur finalement l'intérêt scientifique d'une pratique par rapport à des données documentées qui sont vérifiées et pas dans un cadre qui serait totalement prospectif, un peu illuminé comme on a pu le voir dans différentes communications de praticiens qui ont pu ensuite avoir des soucis. Enfin voilà, on a deux sphères différentes. Si on revient sur la première sphère, on l'a déjà évoqué, mais lorsque on est sollicité en tant que professionnel de santé pour intervenir dans un congrès qui serait organisé soit en partenariat, soit en totalité par une société commerciale, il faut être vigilant à ne rester que dans la communication de sa propre pratique, de ses propres compétences, et comme on l'évoquait finalement pour les vidéos qui seraient mises en ligne, n'inclure la référence à cette société ou ces produits que dans le cadre de ce qu'on connaît, c'est-à-dire avec les réserves nécessaires. Par exemple, lorsque on vante une certaine pratique, on peut dire, bah voilà, moi dans tel cas de figure, lorsque j'ai telle configuration, lorsque j'ai une perte osseuse, lorsque j'ai je sais pas trop quoi, eh bien j'utilise tel type de produit parce que je trouve qu'il répond bien à cette problématique qu'on peut avoir avec tel autre type de produit, en évitant de citer des marques concurrentes pour ne pas que ce soit assimilé à du dénigrement ou à de la comparaison. Mais voilà, de dire voilà pourquoi est-ce que moi je trouve que ce produit-là proposé par ce labo-là est pertinent dans tel type de pratique, mais en mettant une fois de plus du contexte et du contexte scientifique de pratique et de compétences professionnelles pour qu'on ne bascule pas dans la publicité indirecte d'une société commerciale et de ses produits. Alors, Oui. je pousse un petit peu, Pauline, le raisonnement. On a bien compris que voilà, il faut qu'il y ait une vraie démarche scientifique un petit peu derrière, avec l'utilisation du produit et pas juste vanter un produit qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas. Et est-ce qu'on aurait le droit de dire qu'on a essayé un autre produit qui serait moins bien alors, peut-être là, je fais exprès de pousser un petit peu à la limite. Est-ce qu'on pourrait très bien vanter un produit par rapport à un autre qu'on aurait essayé et qui, lui, donne des résultats beaucoup moins bons? Alors pour moi, il faut être méfiant. D'abord parce que généralement, quand on s'adresse à un public averti, vous n'avez même pas besoin de citer la marque pour savoir exactement, en décrivant les caractéristiques du produit, de quel produit il s'agit. Donc j'aurais tendance à privilégier cette voie-là en disant, je n'ai pas besoin d'aller dénigrer une marque concurrente, simplement d'expliquer finalement dans quelle configuration telle caractéristique de produit ne convient pas et pour quelles raisons, et pourquoi est-ce que je me suis orientée vers tel produit avec telle caractéristique pour les raisons qui ne convenaient pas dans le premier cas de figure. Parce que là, on reste finalement dans une description de pratique professionnelle et une démarche scientifique, de raisonnement scientifique, de dire voilà pourquoi est-ce que pour moi, ce produit est parfaitement adapté à tel type de situation. Mais on n'a pas besoin d'aller dénigrer une marque concurrente en réalité. En expliquant pourquoi est-ce qu'on sélectionne ce produit-là pour telle typologie de soins, eh bien ça suffit à justifier son avis en maintenant l'indépendance et sans verser dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, la comparaison et éventuellement voilà, la difficulté que ça peut poser en excluant une autre marque ou un autre type qui, en plus, par ailleurs, peut correspondre tout à fait dans un autre cas de figure. Donc voilà, c'est peut-être ces éléments-là qu'il faut vraiment essayer de mettre en avant pour justifier de ce choix-là. Très bien. Donc merci beaucoup. Donc, principe d'indépendance, surtout, garder son indépendance et puis sa crédibilité également sur on va dire un background scientifique pour vanter tel ou tel produit. Et on n'a pas beaucoup
parler, on approche de la fin du webinaire, mais j'aimerais bien, et en termes de sanctions, est-ce qu'il y a j'imagine que les sanctions dans le cadre de débordements avec les partenariats ou les alliances, on va dire, commerciales sont peut-être plus lourdes que quand il y a une publicité peut-être mal gérée par un praticien libéral sur son site internet ou sur un réseau social? Alors oui, il va y avoir des sanctions. Alors dans le cadre des partenariats avec des sociétés commerciales et les labos en général, en fait, ce qui est intéressant, d'un point de vue sanction, hein, donc voilà, c'est que en fait, il va y avoir des risques de sanctions à la fois pour le praticien et à la fois pour le labo. Et c'est ce qui généralement conduit à ce qu'on ne déborde pas, parce que les sanctions pour les sociétés commerciales, et on le sait, il y a des campagnes de contrôle qui sont exercées pour vérifier justement qu'on respecte bien les réglementations qui s'imposent indistinctement d'un côté aux sociétés commerciales et de l'autre côté aux professionnels de santé. Et de l'autre côté, donc le professionnel de santé qui risque de se voir sanctionné pour des pratiques qui ne respecteraient pas les règles auprès de son ordre. Donc en général, les deux parties ont intérêt à respecter les règles. Et après, quand on est sur comme tu l'évoquais, du débordement, en réalité, il faut voir comment c'est fait. C'est-à-dire que les pratiques qui sont sanctionnées sont quand même des pratiques qui sont assez flagrantes. On n'est pas sur le petit débordement on a évoqué par inadvertance la marque concurrente et éventuellement on peut se faire taper sur les doigts. On est quand même sur, je l'évoquais tout à l'heure pour les praticiens établis en Grande-Bretagne, mais on est vraiment sur des gros sabots, quoi, sur des choses qui sont vraiment très visibles et qui posent vraiment difficulté par rapport aux principes déontologiques. Merci beaucoup, Pauline. Je pense on va s'arrêter là, ou si les viewers le souhaitent, on pourra peut-être refaire une nouvelle session sur toute la partie législation, parce qu'il y a encore beaucoup de thèmes à aborder, mais 1h30, c'est déjà pas mal. On a dégrossi pas mal les. On a vu que la limite n'était pas très claire, qu'il y avait une crête et que la limite entre communication et publicité pouvait vite être transgressée, qu'il fallait rester vigilant et que parfois c'était pas toujours très clair cette limite. Donc on va essayer de rester prudent dans la façon de s'exprimer, dans la façon de diffuser de l'information pour pas aller dans le conflit et dans l'illégalité. Merci beaucoup, Pauline, pour avoir passé tout ce temps avec nous. Je rappelle que tu exerces donc dans le cabinet d'avocats Cornet Vincent Ségurel dans le 3e arrondissement de Lyon, mais qu'il y a plusieurs antennes. Je fais quelques petits rappels juste donc du prochain congrès de la SFCO, qui est le 70e congrès et qui se passe à Dijon sur le thème de infection et cavité orale, les 10, 11 et 12 mai 2023. N'oubliez pas non plus l'ADF avec la séance FSCO sur les avancées numériques de la chirurgie orale au service de l'orthodontie. Et notre prochain webinaire qui sera le 26 janvier, dont le thème sera la traumatologie des maxillaires, avec comme conférencier le docteur Guy Letou et le modérateur qui sera Julien Guillol. Abonnez-vous à la SFCO, tout praticien, tout confondu, vous êtes les bienvenus. Il suffit juste d'aller sur le site sociétéchirurgicale.com. Vous pouvez et vous retrouvez aussi également ce webinaire qui sera visible en replay. J'en profite également pour remercier les sponsors qui nous ont accompagnés: Nobel Biocare, Safe Implant, Ogma, Zimvi, IBS Europe, Gum et Kirstream. Merci beaucoup à Jérôme qui a administré, géré et qui est en régie et qui a fait en sorte que tout se passe bien avec le site Eugénol. Merci pour l'accueil, l'organisation et puis aussi la diffusion en live qui n'est pas toujours très très simple. Merci à tous, à toutes de nous avoir suivis jusqu'à 22h maintenant. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des idées de thèmes, vous pouvez vous connecter. On a des mails de contact sur la SFCO. Merci beaucoup, Pauline. Bonne soirée. Merci pour cette invitation. C'était un grand plaisir. Merci à tous. Au revoir.
Thank you.